Bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec cette attaque qui a suscité l'indignation de la communauté internationale. En Libye, plus d'une cinquantaine de migrants ont été tués dans un raid aérien nocturne contre leur centre de détention près de Tripoli. Un acte attribué par le gouvernement libyen aux forces du maréchal Khalifa Haftar, engagé dans une offensive sur la capitale libyenne. Les images, vous allez le voir, sont d'une rare violence. Blanche Sano. Selon un bilan provisoire, au moins 55 personnes ont perdu la vie et plus de 132 blessés lors d'une frappe aérienne contre un centre de détention pour migrants. Un bilan qui pourrait s'aggraver selon des témoins sur place à Tripoli, capitale de la Libye. Nous avons été pris par surprise quand une frappe aérienne a frappé directement des migrants clandestins. Le site qui a été touché contenait 126 migrants clandestins que Médecins sans frontières a inspectés tôt le matin. Nous avions déjà été frappés une fois, mais cette fois-ci, les migrants ont été directement pris pour cible et 150 personnes ont été blessées. De plus, nous ne connaissons toujours pas leur état de santé. Ce son que vous voyez provient de l'attaque. J'ai aidé des blessés. C'était le plus grand nombre de victimes d'un bombardement depuis que les forces orientales fidèles à Khalifa Haftar ont lancé une offensive il y a 3 mois. Dans un communiqué, le gouvernement d'union basé à Tripoli et reconnu par l'ONU a dénoncé un crime odieux. Il a attribué l'attaque à son rival Khalifa Haftar, même si pour l'heure, cette frappe n'a pas été revendiquée. Dans de premières réactions, l'ONU, l'Union africaine et des ONG ont fait part de leur effroi. Ce qui doit être fait maintenant, c'est une enquête complète et approfondie sur la responsabilité de ces personnes et l'obligation de leur demander des comptes. Cibler les civils ou les infrastructures civiles est une violation du droit international humanitaire. La situation des migrants dans ce pays est devenue encore plus critique depuis le début de l'offensive militaire du maréchal Haftar. La mission d'appui de l'ONU en Libye a maintes fois exprimé son inquiétude sur le sort d'environ 3500 migrants et réfugiés en danger dans des centres de détention situés près de zones d'affrontement. Malgré cette instabilité persistante, la Libye reste un point de départ principal pour les migrants fuyant les conflits et la pauvreté dans d'autres régions d'Afrique et du Moyen-Orient. En 1981, la Mauritanie est devenue le dernier pays au monde à abolir l'esclavage, mais le problème persiste et le gouvernement ne fait pas grand-chose pour régler la situation. Même si des organisations indépendantes aident les anciens esclaves désormais libres, les victimes doivent encore faire face à de nombreux obstacles dans leur nouvelle vie. Echa Sarai s'est rendue à Nouakchott, Dilidiko raconte. Barka Mint ne connaît pas son âge. Née esclave, elle a passé son enfance à s'occuper des animaux de ses maîtres. Ils me battaient lorsque je ne faisais pas ce qu'ils voulaient. Une fois par exemple, ils m'ont battue parce que je ne voulais pas allumer la gazinière. J'avais très peur du feu. La mère de Mbarka et le reste de sa famille étaient également des esclaves. Mbarka fait partie de ces Mauritaniens ayant été libérés de l'esclavage. Le gouvernement mauritanien nie que l'esclavage existe toujours dans le pays. Cela rend difficile l'estimation du nombre de personnes touchées. Mais plusieurs organisations locales œuvrent à libérer les esclaves en Mauritanie. Le groupe SOS Esclaves a aidé la famille de Mbarka à trouver une demeure dans la capitale Nouakchott. Ici, je cuisine et je fais le ménage pour une famille. Ils sont gentils. J'ai appris à cuisiner quand je suis arrivée ici. Le travail n'est pas trop fatigant. Mais Mbarka, comme le reste de sa famille, n'a toujours pas de papier. Cela fait 8 ans qu'elle attend que ses démarches administratives aboutissent et que le gouvernement lui fournisse des documents appropriés ou une compensation financière. J'attends toujours que justice soit faite. J'attends les réparations pour tous les dommages et les pertes que nous avons subies aux mains des propriétaires d'esclaves qui nous ont laissés sans éducation et sans papier. Néanmoins, Mbarka a foi en son avenir. Elle est convaincue que sa vie va s'améliorer et que l'esclavagisme en Mauritanie fera un jour partie du passé.
Dans le reste du monde, l'Iran persiste et signe malgré les avertissements de ses ennemis et de ses alliés. Téhéran a déclaré ce mercredi qu'il mettrait à exécution dès dimanche sa menace d'enrichir l'uranium à un degré supérieur à la limite fixée par l'accord international de Vienne sur son programme nucléaire, soit 3,67%. Et c'est le président iranien Hassan Rouhani qui a lui-même fait l'annonce. Réagissant à cette sortie, la France a averti que l'Iran ne gagnerait rien à sortir de l'accord de 2015, encadrant son programme nucléaire. Pour Paris, sa remise en cause ne devrait qu'accroître les tensions déjà vives dans la région. Les chefs de la diplomatie de l'Union européenne, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et même la Russie ont également appelé Téhéran à revenir sur sa décision. Pour bien comprendre les enjeux de cette crise sur le nucléaire iranien, accueillons tout de suite via Skype Sébastien Philippe, chercheur à l'Université de Princeton, ici aux États-Unis, et spécialiste des questions de sécurité nucléaire. Vous vous trouvez en ce moment en Allemagne. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. L'Iran menace depuis hier et le président Hassan Rouhani l'a réitéré ce mercredi. Son pays mettra à exécution dès dimanche sa menace d'enrichir l'uranium à un degré supérieur à la limite fixée par l'accord international de Vienne. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie-t-il et en quoi cette mesure constitue-t-elle une menace? Oui, alors pour l'instant, on ne sait pas encore à quelle limite d'enrichissement va-t-il arriver. Ça peut devenir une menace parce que pour l'instant, si l'Iran monte ce degré d'enrichissement jusqu'à 20%, on retourne au même point où on était en 2015 avant l'accord. Et si cet enrichissement augmente encore au-delà, peut-être jusqu'à un seuil beaucoup plus élevé, on se dirige vers un signe fort de l'Iran qui a vraiment potentiellement un intérêt à aller vers des applications militaires. Alors, on a l'impression d'assister à une escalade, un bras de fer avec les États-Unis. Quelles sont les motivations de Téhéran? Pourquoi ne pas suivre les conseils de ses alliés, notamment la Russie? Ce qui est difficile pour Téhéran aujourd'hui, ce sont les sanctions et l'effet des sanctions économiques qui ont été remis en place par les États-Unis et qui continuent à augmenter. Donc le pays est vraiment, je pense aujourd'hui, pris en étau et il est très difficile pour eux de trouver une solution pour s'en sortir et d'essayer de trouver un moyen de retourner vers la table de négociation. Et comment voyez-vous l'issue donc de cette crise? Pour l'instant, l'issue, elle n'est pas bonne et on espère que les parties qui sont engagées dans la crise vont pouvoir retourner vers la table de négociation et que la crise va se désamorcer. Alors, dernière question que je vous transmets de la part de l'une de nos téléspectatrices. Elle se demande pourquoi s'acharne-t-on sur l'Iran, sachant que les pays comme les États-Unis et la Russie disposent d'un arsenal nucléaire? Oui, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, les États-Unis et la Russie ont un arsenal et ils en ont le droit en tant que signataires du traité de non-prolifération nucléaire et en tant que pays reconnu doté d'armes nucléaires à ce moment-là. Néanmoins, ils ont aussi fait la promesse d'avancer vers le désarmement nucléaire dans le futur, j'ai envie de dire. Et pour l'instant, on n'en est pas encore là. Les relations entre la Russie et les États-Unis en ce moment sont aussi extrêmement compliquées. Donc on est à un moment où il est difficile de faire avancer la diplomatie. Sébastien Philippe, merci pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Université de Princeton, ici aux États-Unis, et spécialiste des questions de sécurité nucléaire. Les États-Unis se préparent pour Independence Day, la fête nationale du 4 juillet. Cette année, les célébrations seront bien différentes ici à Washington. Le président Donald Trump a décidé de s'adresser à la nation et a aussi ordonné une parade militaire, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Reportage Sletika Hawk, récit Lionel Gaïma. Défilé de chars de combat et de véhicules blindés et survol d'avions de guerre du jamais vu pendant la fête nationale dans la capitale fédérale américaine.
Jamais non plus il n'y a eu de discours présidentiel à cette occasion. Mais le président Trump tient à avoir une célébration pas comme les autres et assure qu'il veut honorer l'armée américaine. Ses critiques l'accusent de politiser un événement unificateur de la nation, mais d'autres Américains s'en réjouissent. Je pense qu'il est le président et qu'il a l'obligation de parler à son peuple. Si c'est ce qu'il veut et souhaite faire des marches du mémorial Lincoln, je suis entièrement d'accord. M. Trump a dit ouvertement qu'il a été très impressionné par ce qu'il a vu à Paris le 14 juillet 2017 lors de la fête nationale française. Depuis, il a souvent répété qu'il voulait la même chose à Washington. Durant le récent sommet du G20 à Osaka au Japon, le président Poutine l'a même invité à une parade militaire à Moscou. D'après Yuri Ushakov, conseiller du président russe, M. Trump a écouté avec beaucoup d'intérêt. Nous avons invité le président des États-Unis à venir assister au 75e anniversaire de la victoire au terme de la Seconde Guerre mondiale, le 9 mai de l'année prochaine. Le président américain a réagi très positivement. Certains Américains s'interrogent sur le coût d'une parade militaire pour le contribuable et d'autres froncent les sourcils devant le goût du président pour les parades militaires. Certains opposants ont même obtenu l'autorisation d'amener sur le National Mall un énorme ballon représentant Trump comme un bébé, comme celui déployé à Londres pendant sa visite. Ce qui n'est pas non plus du goût de tout le monde. Nous sommes venus ici après 3 semaines de route depuis Kansas City dans le Missouri. Cette fois-ci, nous sommes venus pour voir les feux d'artifice du 4 juillet. Et les feux d'artifice de l'Independence Day, c'est l'un des plus beaux spectacles à voir dans le ciel de Washington. Fidèle au poste, Yacouba Ouedraogo nous a rejoint pour parler de sport. Et ce soir, Yacouba, pas de match pour la CAN. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, il n'y a pas de match aujourd'hui et demain. La phase de groupe s'est achevée hier et on connaît désormais les affiches des huitièmes de finale. On les découvre tout de suite. Le Maroc et le Bénin ouvriront le bal vendredi et c'est un duel a priori déséquilibré en faveur des Lions de l'Atlas face à des écuries qui atteignent cette étape pour la première fois de leur histoire. Toujours vendredi, la vaillante formation ougandaise défiera la sélection de qualité sénégalaise. Samedi, c'est le premier choc de ces huitièmes entre le Nigeria et le Cameroun. C'est la revanche de la finale de la CAN 2000 où le Cameroun avait battu le Nigeria sur ses terres lors d'une crispante séance de tir au but. Puis mission compliquée quand même pour l'Afrique du Sud devant le pays hôte l'Égypte en quête d'un huitième sacre dans la compétition. Dimanche, la surprenante équipe malgache tentera de poursuivre son rêve face à une République démocratique du Congo ressuscitée des cendres des 4 meilleurs troisièmes. Pour le second match, la Guinée, qui a souffert en phase de poule, n'aura pas droit à l'erreur devant une magnifique formation algérienne invaincue dans cette CAN jusque-là en tout cas. Lundi, on connaîtra les qualifiés pour les quarts de finale après les 2 derniers matchs de cette huitième, le duel ouest-africain entre le Mali et la Côte d'Ivoire et l'opposition Ghana-Tunisie. Des 24 pays qualifiés pour la phase finale de la compétition, 8 ont quitté le tournoi. Ce sont le Zimbabwe, le Burundi, la Tanzanie, la Namibie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Kenya et l'Angola. Et puis, la CAF a dressé l'équipe type du premier tour, composée des joueurs les plus performants durant les 3 matchs de poule joués par chaque pays. Sans surprise, on note la présence de 4 Égyptiens, Mohamed Salah, Mohamed El Mohammadi, Ahmed Egazi et le gardien Ahmed El Shenawi. On y retrouve également le Sénégalais Sadio Mané, seul joueur des Lions de la Teranga, le Ghanéen Jordan Ayou, le Camerounais Yaya Banana et le Malgache Anissé Adrianan. Et puis, pas très loin des pelouses, je vous amène à Ismaïlia, chez Adriana, une béninoise qui cuisine tous les jours des plats de son pays. Pour la délégation béninoise venue assister au tournoi, la bonne recette pour aller loin dans la CAN 2019, eh bien, Irénée Herman Ungo a la réponse. Sur le feu du agbeli, une pâte à base de manioc. À côté, Adriana Rwandinou fait mijoter des crevettes, du poisson et du crabe dans une sauce tomate. Dans la casserole, c'est du crin-crin qui dégage une odeur irrésistible. Dans leur cuisine étroite, Adriana, 38 ans, et Abiré, 25 ans, laissent libre cours à leur créativité culinaire avec une attention particulière au télibo qu'elles préparent pour les écureuils, le 11 national béninois. Aujourd'hui, on a fait du télibo avec la sauce de poisson frais et la sauce de gombo. Puis à chaque match on est au stade. Ça fait plaisir d'apporter un plus aussi à ce que
les joueurs soient compétitifs sur le terrain, pourquoi pas. Adriana et Abiré nourrissent également les membres de la délégation béninoise. On a trouvé de bons poissons, ce qui nous a permis de faire du dacouin, de la sauce de poisson frais, ainsi de suite. Leur journée chargée qui commence avec des courses au marché et se termine tard après le dîner en disent long de leur dévouement pour ce qu'elles considèrent comme une cause nationale. Adriana et Abiré arrivent tout de même à abandonner leur fourneau le temps de match car après la cuisine, leur autre passion, c'est le cuiron. Des nouvelles du mondial féminin France 2019 pour finir. Et dans ce monde de foot féminin, il y a bien les Américaines et les autres. Les États-Unis se sont qualifiés pour leur 5e finale de Coupe du Monde en écœurant l'Angleterre 2-1 hier à Lyon. Dans un match spectaculaire et pimenté par la VAR, les champions du monde en titre affronteront dimanche les Pays-Bas ou la Suède qui disputent présentement leur demi-finale. La Team USA n'a perdu qu'une seule fois en finale en 2011 contre le Japon, contre ses 3 sacres mondiaux en 1991, 1999 et 2015. Voilà, John. Merci, Yacouba. Des femmes sur les pelouses aux femmes en cuisine. Venons-en aux femmes au guidon. Le Rwanda, où de plus en plus de femmes s'adonnent, n'est-ce pas, au métier de chauffeur de moto-taxi, un secteur jusqu'ici dominé par les hommes. Claire Morin-Gibour. Une femme au guidon d'un moto-taxi, on n'en voit pas très souvent dans les rues de Kigali. Louise Karegeya fait partie des quelques exceptions. Rapides et peu chers, les taxis-motos sont le principal mode de transport de la capitale. Pour Louise et ses collègues, choisir ce métier, traditionnellement réservé aux hommes, n'a pas été chose facile. Au début, les gens refusaient de monter sur nos motos. Ils disaient qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'une femme conduisant des motos, que c'était impossible. Mais maintenant, ils sont habitués et certains clients nous recommandent même à leurs amis. Certaines personnes arrivent et me disent « c'est mon ami qui vous a recommandé ». Louise Karegeya travaille pour Safe Moto, la première entreprise de taxi de Kigali à embaucher des femmes comme conductrices. Jusqu'à présent, 40 femmes ont été formées avec pour objectif d'atteindre les 200 d'ici 2020. En moyenne, ces femmes gagnent entre 14 et 19 $ par jour. Les femmes sont des conductrices prudentes. Elles font plus attention comparé aux hommes qui sont toujours pressés et qui démarrent toujours très vite. Les femmes prennent leur temps, elles roulent prudemment. Les femmes conductrices de mototaxi affirment que ce métier leur permet de devenir financièrement indépendantes. Mais ce secteur doit encore évoluer pour s'ouvrir davantage à la jambe féminine. Selon la Fédération rwandaise de mototaxi, il n'y a que 20 conductrices répertoriées dans le pays, contre 25 000 hommes. La culture africaine était à l'honneur ce week-end à Wolfgang, en Autriche, à travers le Jantam Festival, un événement organisé par un Burkinabé pour promouvoir la culture non seulement de son pays, mais aussi africaine pour la 5e année consécutive. C'est un pari gagné pour les organisateurs. Notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré, s'est rendu en Autriche. Son reportage. Nous sommes dans le centre de l'Autriche, à quelques 3 heures de Vienne, la capitale, le temps d'un festival. L'Afrique est magnifiée à travers sa musique. Mais aussi ses produits artisanaux. Il y a des vins qu'on a amenés, des vins qu'on peut utiliser comme des dessous de plat ou des dessous de verre. Il y a les perles de parure et de coiffure Peul. Il y a les tenues Peul faites à base de façon d'amfani et de cocodonda. Une recette qui marche et qui ne manque pas d'attirer un bon monde sur la piste de danse, la musique africaine. Ça inspire et ça rend heureux parce que la musique, elle est tellement choyante et oui, c'est sympathique. Ça m'a toujours plu, la musique africaine. Oui, parce que ça donne envie de danser, c'est ça. C'est une opportunité pour l'Afrique de montrer tout son savoir-faire, son savoir-être qui est aussi culturel et son savoir-avoir qui est également culturel.
Au cœur de l'Europe, facile d'accès depuis la France, l'Autriche invite à la découverte de son riche patrimoine culturel et historique, de ses traditions et de sa douceur de vivre, ainsi que de ses plus beaux décors naturels. Beaucoup de Burkinabés s'y sont installés. On estime leur nombre à près de 200. Quand on parle de l'Afrique tout le temps, quand on voit l'Afrique dans des journaux, spécialement en Europe, c'est des aspects négatifs. Et nous, on a choisi cette filière-là pour montrer l'Afrique côté positif, des Africains qui jouent la musique, des Africains qui dansent, des Autrichiens qui jouent avec des Africains. Tous ensemble, nous faisons une bonne équipe du meilleur monde pour les enfants du demain. Même loin du continent, ces Africains veulent continuer à faire la promotion de la culture africaine. Pour eux, la culture africaine est si riche et il va falloir faire sa promotion. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Wolfgang, Autriche. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellente soirée à toutes et à tous.